Annule ton mariage. Va chez sa mère maintenant, a hurlé ma grand-mère décédée dans mon rêve la veille de mon dîner de répétition. J'ai conduit jusque-là, tremblante. Mais quand j'ai vu qui est sorti par la porte de derrière, vêtu de la chemise de mon fiancé, je suis tombé à genoux. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. J'étais caché derrière un massif de lauriers roses envahi par la végétation, la pluie s'infiltrant à travers mon pyjama léger et le trench-coat que j'avais jeté par-dessus. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai dû m'agripper à une branche juste pour garder l'équilibre. L'humidité de Houston rendait habituellement l'air comme une couverture chaude, mais à 4 heures du matin, avec l'orage arrivant du Golfe, c'était comme un linceul froid et humide. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être dans mon lit douillet à côté de Tran, rêvant de notre mariage, qui n'était que dans 3 semaines. Mais Tran n'était pas dans notre lit. Et grâce au rêve qui m'avait réveillé, mon cœur tambourinant contre mes côtes, moi non plus. Annule le mariage. Va chez sa mère maintenant. La voix avait été si claire, si perçante. Ce n'était pas juste un rêve. C'était une apparition. Nana Rose, ma grand-mère, décédée il y a 2 ans, se tenait au pied de mon lit dans mon cauchemar. Son visage n'était pas le visage paisible et souriant dont je me souvenais de ces derniers jours. Il était tordu par la terreur et la rage. Elle me criait dessus, pointant un doigt noueux vers la porte. Vas-y, Mallory. Cours. Va chez Loretta. Vois la vérité avant de signer pour ta vie. Je me suis réveillé en haletant, la sueur se mêlant aux larmes. L'espace vide à côté de moi dans le lit était le premier signe. Tran avait dit qu'il devait rester tard à son bureau pour finaliser quelques portefeuilles d'investissement pour un client en Europe. Il avait dit qu'il ne rentrerait pas avant l'aube. Je l'avais cru. Je le croyais toujours. C'était l'homme charmant et travailleur qui m'avait fait tourner la tête quand j'étais noyé dans le chagrin après les funérailles de Nana. Mais on n'ignore pas un avertissement de Nana Rose. Elle était la seule personne de ma famille à m'avoir vraiment vu. La seule qui ne me regardait pas en voyant un compte en banque ou une domestique. Alors j'ai conduit. J'ai conduit à travers les rues désertes, brûlant de feux rouges, guidé par une boule d'angoisse dans mon estomac qui se serrait à chaque kilomètre. Et maintenant, j'étais là, devant la maison de ma future belle-mère. La maison de Loretta était sombre, à l'exception de la lumière du porche qui vacillait sinistrement. Ma voiture était garée à 2 pâtés de maison, cachée derrière une benne à ordures. Je m'étais glissé dans la cour du voisin comme une criminelle. Soudain, la porte de derrière de la maison de Loretta s'est ouverte en grinçant. J'ai retenu mon souffle. Tran est sorti sur la terrasse. Il ne portait pas son costume de travail. Il portait un survêtement et un t-shirt, l'air détendu, l'air d'être chez lui. Il n'était pas seul. Une femme est sortie derrière lui. Elle portait un sweat à capuche relevée pour masquer son visage, mais elle s'accrochait à son bras avec une familiarité qui me faisait monter la bile à la gorge. Ce n'était pas une cliente. Ce n'était pas des affaires. Tran s'est penché et l'a embrassé. Ce n'était pas une petite bise sur la joue. C'était profond, prolongé, possessif. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui l'a fait rire doucement, un son porté par le vent humide. « Vas-y, chérie » a dit Tran, sa voix basse, mais audible dans le silence de la nuit. Mallory dort. Elle est tellement shootée aux pilules contre les allergies que je lui ai données. Elle ne se réveillerait pas même si une fanfare traversait la chambre. La femme a retiré sa capuche pour se recoiffer avant de courir vers sa voiture garée dans l'ombre du garage séparé. Je me suis figé. Mes genoux ont touché la boue. Ce n'était pas une inconnue. Ce n'était pas une femme quelconque d'un bar. Le lampadaire a éclairé le côté de son visage, illuminant le nez pointu et les mèches blondes pour lesquelles j'avais payé $200 la semaine dernière comme récompense pour ses fonctions de demoiselle d'honneur. C'était Jolene, ma meilleure amie depuis la terminale, la femme qui était censée tenir mon bouquet pendant que je prononçais mes vœux. J'ai regardé, paralysé, Jolene monter dans sa voiture, la voiture pour laquelle je l'avais aidée à verser la compte lorsqu'elle avait perdu son emploi l'année dernière. Elle a envoyé un baiser à Tran et a quitté l'allée. Je voulais hurler. Je voulais courir et lui arracher les yeux, mais Tran a sorti son téléphone et a passé un appel. Il est resté sur le porche, allumant une cigarette. Je ne savais même pas qu'il fumait.
Oui, elle est partie, a dit Tran au téléphone, sa voix passant de la douceur amoureuse à quelque chose de froid et dur. Assure-toi qu'elle prenne les vitamines. Je ne veux pas de complications avec la grossesse. Nous devons la garder heureuse jusqu'à ce que la maison soit signée. Après le mariage, eh bien, nous pourrons nous occuper du bagage supplémentaire à ce moment-là. Grossesse, vitamines, maison. Le monde a basculé sur son axe. Je n'étais pas seulement trompé. J'étais traqué. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà senti cet instinct vous hurler de courir, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, écoutez-le. Je m'appelle Mallory, et j'aimerais pouvoir vous dire que j'ai fait irruption et que j'ai tout arrêté à ce moment-là. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté dans la boue, laissant la pluie me laver, réalisant que l'homme que j'aimais n'était pas seulement un tricheur. C'était un monstre, et il ne travaillait pas seul. Avant de vous dire ce que j'ai trouvé dans la poubelle qui a tout changé, je dois vous dire comment j'en suis arrivé là. Comment une femme intelligente, une pharmacienne qui gère les détails pour vivre, a manqué des signaux d'alarme de la taille du Texas. J'ai rampé jusqu'à ma voiture, mon corps tremblant si fort que je n'ai pas pu mettre la clé dans le contact pendant une minute complète. Je n'ai pas allumé les phares. Je suis resté assise là, affalée sur le volant, essayant de me souvenir comment respirer. L'image du visage de Jolene et de la main de Tran sur sa taille était gravée sur mes rétines. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Un SMS de Tran. Salut, beauté. Je viens de finir. Je rentre à la maison maintenant. Ne m'attends pas, fais ta nuit de sommeil réparateur. Je t'aime. J'ai fixé l'écran, lisant le mensonge auquel j'aurais souri hier. Maintenant, les mots ressemblaient à du venin. Comment en suis-je arrivé là? J'ai 32 ans. Je suis pharmacienne. J'ai un diplôme. Je manipule des composés chimiques complexes et des médicaments vitaux tous les jours. Je ne suis pas stupide. Mais assise dans le noir, frissonnante dans mes vêtements humides, j'ai réalisé que l'intelligence n'avait rien à voir avec le fait d'être aveugle à la trahison. J'ai toujours été celle qui donne. Dans chaque famille, il y en a généralement une. Celle qui se souvient des anniversaires. Celle qui organise les funérailles. Celle qui prête de l'argent en sachant qu'elle ne le reverra jamais. C'est moi. Ma sœur, Cassidy, était celle qui prend. C'était l'enfant prodige, la petite dernière, celle avec le sourire éclatant et les promesses vides. Mes parents traitaient Cassidy comme un ornement fragile qui devait être protégé, tandis que j'étais l'étagère solide censée tout supporter. Quand Nana Rose est morte il y a 2 ans, elle m'a tout laissé. Pas à mes parents et certainement pas à Cassidy. Nana Rose savait. Elle voyait comment il me vidait de mon énergie. Elle m'a laissé sa maison, une belle et vaste maison victorienne dans le quartier historique qui était dans notre famille depuis 3 générations. Elle était entièrement payée. C'était mon sanctuaire. Mallory, m'avait dit Nana sur son lit de mort, me serrant la main avec une force surprenante. Cette maison est ton bouclier. Ne les laisse pas la prendre. Ni tes parents, ni Cassidy, ni aucun homme qui n'adorerait pas le sol sur lequel tu marches. J'aurais dû écouter la deuxième partie de ce conseil plus attentivement. Tran est apparu juste après les funérailles. Il était charmant, attentif et apparemment riche. Il conduisait une BMW en location et portait des costumes qui lui allaient trop parfaitement. Il m'a dit qu'il était courtier en investissement. Il m'a écouté pleurer Nana. Il m'a acheté des fleurs non seulement pour les fêtes mais aussi les mardis au hasard. Pour une femme qui avait passé sa vie à se sentir comme une facture d'électricité, nécessaire mais mal aimée, Tran semblait être un miracle. Il a emménagé 6 mois plus tard et lentement, subtilement, la dynamique a changé. Il avait des problèmes de trésorerie avec ses investissements. Ses actifs étaient gelés en attendant une fusion. J'ai commencé à payer les services publics, puis l'épicerie, puis la location de sa voiture. Ce n'est que temporaire, chérie, disait-il, m'embrassant le front. Une fois que cette affaire sera conclue, je t'achèterai un château. Tu es mon investissement. Et Jolene, je la connaissais depuis le lycée. C'était la sœur que j'aurais aimé que Cassidy soit. Du moins, c'est ce que je pensais. Quand elle a été licenciée de son emploi de réceptionniste, je l'ai embauchée pour m'aider à organiser le mariage. Je lui ai versé un salaire généreux avec mes économies. Je pensais que j'aidais une amie. Je ne réalisais pas que je finançais ma propre destruction. Assise dans cette voiture, les pièces du puzzle ont commencé à s'imbriquer.
Les questions constantes de Tran sur l'acte de propriété de la maison de Nana. L'intérêt soudain de Jolene pour la valeur de la propriété. La façon dont ils m'encourageaient tous les deux à prendre mes distances avec mes parents toxiques, m'isolant. J'ai réalisé avec un haut le cœur que je n'étais pas une fiancée pour Tran. J'étais un plan de retraite. J'étais une poule aux œufs d'or qu'il prévoyait d'abattre. La pluie a commencé à s'arrêter, mais la tempête en moi ne faisait que commencer. Les mots de Tran sur le porche résonnaient dans mon esprit. Nous devons la garder heureuse jusqu'à ce que la maison soit signée. Il pensait que j'étais la pharmacienne naïve et droguée aux pilules qui signerait tout ce qu'il mettrait devant elle. Il pensait que j'étais faible. Et pour être honnête, pendant longtemps, je l'ai été. J'étais faible parce que je voulais être aimé si désespérément que j'étais prête à payer pour cela. Mais Nana Rose n'avait pas élevé une idiote. Elle avait élevé une survivante. J'ai essuyé les larmes de mon visage avec le dos de ma main froide. Je ne rentrais pas à la maison. Pas encore. Tran avait mentionné des vitamines et la grossesse. Je devais savoir exactement à quoi j'avais affaire. J'ai regardé la maison de Loretta. Les lumières étaient toujours éteintes. Tran était parti. Loretta, sa mère, dormait probablement. Du moins, je l'espérais. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je n'allais pas ramper jusqu'à mon lit et faire semblant que tout allait bien. J'allais creuser, littéralement. J'ai marché vers la maison, me dirigeant droit vers les grandes poubelles en plastique alignées sur le côté du garage. C'était le jour des ordures demain. S'il y avait des secrets, ils étaient là-dedans, enveloppés dans du plastique noir, m'attendant. L'odeur des ordures mouillées et des aliments pourris m'a frappé avant même de soulever le couvercle, me donnant un léger haut le cœur. Mais j'ai ravalé ma nausée. Je devais savoir. J'ai sorti une petite lampe de poche de mon porte-clés, un gadget promotionnel d'un représentant pharmaceutique, et j'ai éclairé l'abîme des déchets de Loretta. Je me sentais comme un raton laveur, fouillant dans la saleté de quelqu'un d'autre. Mais la dignité était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Le premier sac contenait principalement des restes de cuisine, du marc de café et des bouteilles de vin vides. Loretta aimait son chardonnay. J'ai creusé plus profondément, ignorant la bave qui recouvrait mes doigts. Le deuxième sac était différent. Il était plus léger. Je l'ai déchiré, essayant d'être aussi silencieuse que possible. À l'intérieur, au milieu de reçus et de courriers indésirables, j'ai trouvé un sac de pharmacie CVS froissé. Mon cœur a fait un bond. Je l'ai sorti et j'ai regardé à l'intérieur. Des boîtes vides, des vitamines prénatales, de l'acide folique, et en dessous, une petite boîte blanche pour un test de grossesse numérique. J'ai fouillé au fond du sac et j'ai trouvé le test lui-même enveloppé dans une serviette en papier. 2 lignes roses. Positif. Jolene était enceinte. La chronologie dans ma tête a tourné. Tran avait souvent travaillé tard au cours des 3 derniers mois. Jolene s'était plainte de maux d'estomac et de prise de poids qu'elle attribuait au stress. Ce n'était pas du stress. C'était le bébé de mon fiancé. Ma main tremblait, laissant tomber le test dans le sac. Mais il y avait autre chose. Une enveloppe épaisse déchirée en deux. J'ai attrapé les morceaux et je les ai tenus sous le faible faisceau de ma lampe de poche. C'était un document juridique, un brouillon. J'ai immédiatement reconnu le jargon légal. Je traitais des contrats et des documents d'assurance tout le temps. Acte de transfert de propriété, quitte Clindide. Concédant, Mallory Jenkins. Bénéficiaires, Tran Miller et Loretta Miller. Mon sang s'est glacé. Ils ne cherchaient pas seulement un certificat de mariage. Ils préparaient un acte pour transférer ma maison, la maison de Nana Rose, non pas à nous en tant que couple marié, mais à Tran et à sa mère. Et dans les marges du papier, de l'écriture de Tran, il y avait des signatures d'entraînement. Il ne pratiquait pas sa propre signature. Il pratiquait la mienne. Il essayait de perfectionner la boucle du « M » et l'inclinaison nette du « J ». Ce n'était pas seulement de la vénalité. C'était de la fraude. C'était un complot. Soudain, la lumière de la cuisine au-dessus de moi s'est allumée. Je me suis baissé derrière les poubelles, me pressant contre le mur de briques humides, retenant mon souffle. La fenêtre s'est ouverte. J'ai entendu le grincement indubitable de la voix de Loretta. Elle se levait tôt, généralement avant le soleil pour gérer ses investissements, ce qui, je le réalisais maintenant, signifiait probablement comploter des crimes. Je sais,
disait Loretta, sa voix claire dans l'air matinal. Elle était au téléphone. Tran est en route pour la retrouver maintenant. Il a dit que Jolene était émotive. Les hormones, évidemment. Pause. Oui. Je lui ai dit de s'assurer que Mallory signe la renonciation au contrat de mariage aujourd'hui. Nous ne pouvons pas la laisser protéger cet héritage. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui a complètement arrêté le monde. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Une fois que la maison sera à nous, tu auras ta part. Tu dois juste continuer à jouer à la petite sœur gâtée. Garde-la distraite avec tes drames pour qu'elle ne se concentre pas sur les finances. Loretta a ri, un son sec et craquant. Je sais que tu veux le voyage à Paris. Tu l'auras. Assure-toi juste que maman et papa restent de ton côté et continuent de la presser de vendre les actions pour ton cadeau de mariage. Tran a la situation en main. D'accord, Cassidy, retourne dormir. Cassidy. Le sol a semblé se dissoudre sous mes pieds. Ce n'était pas seulement Tran. Ce n'était pas seulement Jolene. Ce n'était pas seulement Loretta. C'était ma propre sœur. Ma petite sœur, Cassidy, celle que j'avais accompagnée à la maternelle, celle dont je payais encore les frais de scolarité. Elle n'était pas seulement une enfant gâtée. Elle était une complice. Elle les aidait à me voler à l'aveuglette. Ils étaient tous de mèche. Une meute de loups. Et j'étais la brebis qu'ils engraissaient pour l'abattoir. J'ai attendu que Loretta ferme la fenêtre et que la lumière s'éteigne. Je n'ai pas pleuré cette fois. Les larmes s'étaient taries, remplacées par une rage froide et dure qui s'était installée dans ma poitrine comme une pierre. J'ai pris le brouillon d'acte déchiré et le reçu du test de grossesse. Je les ai glissés dans ma poche. C'étaient mes premières armes. J'ai rampé jusqu'à ma voiture, sale, sentant les ordures, et totalement seul. Mais en tournant la clé dans le contact, j'ai réalisé quelque chose. Il pensait avoir affaire à Mallory le paillasson. Mallory la personne qui cherche à plaire. Mallory la victime. Il ne savait pas que Mallory la pharmacienne savait exactement comment mélanger les poisons. Il ne savait pas que je gérais la toxicité pour gagner ma vie. J'ai quitté la maison de Loretta alors que le soleil commençait à se lever à l'horizon. Je ne rentrais pas chez moi pour affronter Tran tout de suite. Je devais voir la dernière pièce de la trahison de mes propres yeux. Je devais voir Cassidy. J'ai roulé directement vers la maison de mes parents. C'était une modeste maison de style ranch dans les banlieues, la maison où j'avais grandi. La maison où j'avais appris que l'amour était conditionnel. Si j'avais des A, j'étais ignoré. Si Cassidy avait un C-, ils organisaient une fête pour ses efforts. Je me suis garé dans l'allée. Il était 7 heures du matin. Mes parents seraient debout, buvant du café, regardant les informations du matin. J'ai utilisé la clé de rechange et je suis entré. Mallory ? La voix de ma mère venait de la cuisine. Elle avait l'air ennuyée, pas inquiète. Qu'est-ce que tu fais là si tôt ? Tu as l'air terrible. Regarde tes cheveux. Je suis entré dans la cuisine. Ma mère était en robe de chambre, remuant du sucre dans son café. Mon père lisait le journal. Aucun d'eux ne s'est levé pour me serrer dans ses bras. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je dit, ma voix rauque. Le stress du mariage. Eh bien, ne stresse pas trop, a grogné mon père sans lever les yeux. Tu as de la chance que Tran supporte ton anxiété. C'est un homme bien. Un soutien de famille. Un soutien de famille. L'ironie avait un goût de sang dans ma bouche. Tran n'apportait rien d'autre que des mensonges, financés par mon compte en banque. Juste à ce moment, Cassidy est entrée dans la cuisine. Elle avait l'air fraîche, reposée et rayonnante de jeunesse. Elle portait un ensemble de pyjamas en soie qui coûtait plus que mon salaire hebdomadaire, un ensemble que je savais lui avoir acheté pour Noël. Mais ce n'était pas le pyjama qui a attiré mon attention. C'était ce qui scintillait autour de son cou. Une délicate chaîne en or blanc avec un pendentif en diamant solitaire. J'ai cessé de respirer. Il y a 2 semaines, Tran était rentré chez lui bouleversé. Il m'avait dit qu'il avait acheté un collier en diamant pour sa mère, Loretta, comme cadeau de remerciement pour son aide dans la planification du mariage. Il m'avait montré la photo. Il avait dit qu'il avait été volé dans son casier de gym. Je l'avais réconforté. J'avais même proposé de lui donner de l'argent pour le remplacer, ce qu'il avait,
accepté à contre-cœur. Ce collier volé reposait actuellement sur la clavicule de ma sœur. Joli collier, ai-je dit, le pointant du doigt. Mon doigt n'a pas tremblé. C'est nouveau. La main de Cassidy s'est envolée vers son cou, couvrant le diamant. Ses yeux ont fait un bond vers notre mère, puis sont revenus vers moi. Oh, ça? Oui, c'est un cadeau de mon nouveau petit ami. Celui dont je t'ai parlé. Le gars du pétrole. Le gars du pétrole, ai-je répété platement. Celui que nous n'avons jamais rencontré. Celui qui n'a pas de nom. Il est discret, a claqué Cassidy, son visage devenant rose. Mon Dieu, Mallory, pourquoi dois-tu toujours m'interroger? Juste parce que tu es jalouse que j'ai de belles choses sans effort pendant que tu dois faire ton travail ennuyeux. Cassidy, ne sois pas impoli avec ta sœur, a réprimandé ma mère doucement, mais il n'y avait aucune virulence. Elle s'est tournée vers moi. Mallory, vraiment? Tu devrais être heureuse pour elle. C'est une belle pièce. En parlant de cadeaux, as-tu pensé à ce dont nous avons discuté? Le voyage à Paris? Pour le cadeau de remise des diplômes de Cassidy, a ajouté mon père. Elle a traversé tellement de stress avec l'école. Elle a besoin d'une pause. Nous espérions que tu pourrais lui avancer l'argent. Tu sais que c'est difficile pour nous en ce moment, et avec cette grande maison que Nana t'a laissée. Et tu as 30 maintenant, a ajouté Cassidy, un sourire narquois jouant sur ses lèvres alors qu'elle tripotait le diamant volé. Il est plein aux as. Je suis sûr que ça ne le dérangerait pas si tu aidais ta famille. Il m'a dit hier encore que la famille était tout pour lui. Elle a insisté sur le mot « hier ». La conversation que j'avais entendue chez Loretta s'est rejouée dans mon esprit. Tran a la situation en main. Tu auras le voyage à Paris. Ils se nourrissaient tous de moi. Mes parents l'aidaient, utilisant mon héritage comme leur tirelire personnel, et Cassidy couchait avec mon fiancé tout en portant des bijoux achetés avec mon argent. J'ai regardé autour de la cuisine. Le papier peint fleuri, les tasses ébréchées, les gens qui étaient censés être mon refuge. Il n'y avait pas d'amour ici, seulement de l'attente, seulement de la faim. Je vais y réfléchir, ai-je dit, mentant comme un arracheur de dents. Je dois y aller. Tran m'attend. Assure-toi de t'excuser auprès de lui d'être parti en courant, m'a crié ma mère. Tu ne veux pas perdre un parti comme ça. J'ai franchi la porte, le bruit du loquet se refermant derrière moi ressemblant au dernier saut sur une tombe. J'étais complètement seul. Mes parents, ma sœur, mon fiancé, ma meilleure amie. Tous ceux que j'aimais tenaient un couteau derrière leur dos. Je suis monté dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes. J'ai crié, un cri silencieux et guttural qui m'a déchiré la gorge. Puis j'ai baissé le pare-soleil et je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient rouges. Ma peau était pâle, mais ma mâchoire était serrée. Tu veux un bon parti, maman? J'ai murmuré à la voiture vide. Je vais t'en donner un. Je vais tous les attraper. J'ai mis la voiture en marche. Il était temps de rentrer à la maison et d'affronter le loup dans mon lit. J'ai garé ma voiture dans la rue, loin de notre maison de ville. Enfin, ma maison de ville, même si Tran aimait l'appeler, la nôtre. J'ai attendu de voir la lumière de la salle de bain s'allumer à l'étage. Cela signifiait que Tran était sous la douche. Je suis entré. La maison sentait le café frais et le bacon. Tran jouait parfaitement le rôle du partenaire attentionné. Il avait mis la table pour le petit déjeuner. Une seule rose rouge dans un vase. Un mot qui disait « Bonjour, mon amour. Désolé d'avoir travaillé si tard. Faisons de cette journée une journée incroyable. » C'était écœurant, une scène préparée pour une pièce où j'étais la dupe. J'ai monté les escaliers, mais pas silencieux sur la moquette. J'entendais la douche couler. Je me suis glissé dans la chambre. Ses vêtements du bureau, le survêtement et le t-shirt que je l'avais vu porter plus tôt, étaient dans le panier à linge. Sur la table de chevet se trouvait son téléphone. Tran était paranoïaque au sujet de son téléphone. Il prétendait que c'était de la confidentialité client, mais maintenant je savais mieux. Il changeait son code tous les mois. Mais Tran était aussi arrogant. Il ne pensait pas que je regardais. La semaine dernière, je l'avais vu le déverrouiller. 2580, une ligne droite sur le clavier. Paresseux. Je l'ai ramassé. Mes mains transpiraient. J'ai tapé le code. Déverrouillé.
Je n'avais pas beaucoup de temps. Je suis allé directement sur WhatsApp. Il y avait un fil de discussion épinglé en haut nommé « Équipe VA ». J'ai cliqué dessus. Les participants étaient Tran, Jolene, Cassidy et Loretta. J'ai fait défiler jusqu'à la nuit dernière. Tran, 3h45, l'aigle a atterri. Jolene est partie. Mallory est toujours inconsciente. Ce truc fait des merveilles. Jolene, 3h48, je déteste me cacher. Je veux être celle qui est dans cette maison. Tran, mon dos me tue. Le bébé donne des coups de pied. Cassidy, 3h50, arrête de te plaindre, Joe. Tu auras l'appartement après le règlement. Je veux juste mon voyage. Et le collier me va parfaitement, au fait. Merci, T. Loretta, 4h, concentrez-vous, tout le monde. Le mariage est dans 3 semaines. Nous devons lui faire signer les documents de fiducie irrévocables vendredi. Dites-lui que c'est pour des raisons fiscales. Tran, 4h02, elle signera. Elle me fait implicitement confiance. Une fois que nous serons mariés, les droits conjugaux entreront en vigueur. S'il lui arrive un malheur pendant la lune de miel, la maison et l'assurance vie sont à 100% à nous. Yvonne, avocate, 4h05, assurez-vous juste que l'accident ait l'air authentique. Les sentiers de randonnée à Hawaï sont dangereux. Falaise glissante. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Il ne prévoyait pas seulement de voler mon argent. Il prévoyait de me tuer. S'il lui arrive un malheur, falaise glissante, ils allaient m'épouser, prendre la maison, puis me pousser d'une falaise à Maui. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Ce n'était plus un drame. C'était une question de vie ou de mort. L'eau de la douche s'est arrêtée. La panique m'a envahi. J'ai rapidement fermé l'application, essuyé l'écran sur ma chemise pour enlever mes empreintes digitales et les remis exactement où il était. Je me suis jeté dans le lit, tirant les couvertures jusqu'à mon menton, serrant mes yeux fermés. La porte de la salle de bain s'est ouverte. J'ai senti la vapeur, l'eau de Cologne coûteuse que je lui avais achetée pour son anniversaire. J'ai senti le matelas s'affaisser alors qu'il s'asseyait à côté de moi. Mallory, a-t-il murmuré, me caressant les cheveux. Réveille-toi, marmotte. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir, feignant un réveil groggy. J'ai regardé dans les yeux de l'homme qui planifiait mon meurtre. Ils étaient bleus, clairs et terrifiants de vide d'humanité. Salut, ai-je dit d'une voix éraillée. Je ne me sens pas bien. Ah, ma pauvre chérie, a-t-il roucoulé, se penchant pour m'embrasser. J'ai tressailli, tournant la tête pour que ses lèvres atterrissent sur ma joue. L'odeur du parfum de Jolene persistait faiblement sur sa peau, masquée par le savon. Ce sont les allergies? Oui, ai-je menti, et mon estomac. Je crois que je dois rester au lit aujourd'hui. Mais nous avons l'essayage de la robe avec Jolene et Cassidy plus tard, a-t-il dit, un éclair d'agacement traversant son visage avant qu'il ne le lisse. Elle compte sur toi. Je serai là, ai-je dit, m'asseyant. J'ai juste besoin de quelques heures. D'accord, il s'est levé, affichant ce sourire à $1 million. Je vais te préparer du thé. Je t'aime, Mel. Je t'aime aussi, ai-je dit. Les mots avaient un goût de cendre. Alors qu'il quittait la pièce, j'ai su que je ne pouvais pas simplement m'enfuir. Si je m'enfuyais, il me poursuivrait. Si j'appelais la police maintenant, il prétendrait que c'était une blague ou pire, détruirait les preuves avant que je puisse les sécuriser. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un qui savait comment gérer des ordures pareilles. Je me suis souvenu d'un nom que Nana Rose avait mentionné il y a des années, un vieil ami à elle, un flic à la retraite devenu détective privé. Hank. J'ai attendu que Tran descende pour faire le thé, que je n'allais certainement pas boire. J'ai sorti mon propre téléphone et je l'ai cherché. Hank Miller, enquête privée. J'ai envoyé un SMS. La petite fille de Nana Rose a besoin de vous. C'est une question de vie ou de mort. Puis je me suis levé. Je devais me préparer pour l'essayage de la robe. Je devais affronter Jolene et Cassidy. Je devais les regarder dans les yeux et sourire, sachant qu'elles complotaient mes funérailles. J'ai verrouillé la porte de la salle de bain et j'ai ouvert le robinet pour étouffer tout bruit. Je me suis effondré sur le sol froid en carrelage, serrant mes genoux contre ma poitrine. La réalité des messages textes s'abattait sur moi. Sentier de randonnée,
accident. Pendant un instant, j'ai envisagé de simplement faire mes valises et de disparaître. Je pourrais vendre la maison à distance, déménager dans un autre état, changer de nom. Je pourrais être en sécurité. Mais ensuite, j'ai levé les yeux vers le miroir. J'ai vu la peur dans mes yeux. Oui. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu la mâchoire de Nana Rose. J'ai vu l'obstination de mon menton qui ennuyait tant ma mère. Si je m'enfuyais, il gagnait. Il trouverait une autre victime. Tran trouverait une autre femme seule à exploiter et à assassiner. Jolene élèverait ce bébé avec de l'argent sale. Cassidy continuerait d'être un parasite. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Je me suis levé et j'ai éclaboussé mon visage d'eau froide. Je suis sorti de la salle de bain et je suis allé dans la chambre d'amis. La pièce que j'avais gardée exactement comme Nana Rose l'aimait. C'était ma salle de prière, mon sanctuaire. Elle sentait la lavande et les vieux livres. Je me suis agenouillé près du siège de fenêtre où Nana avait l'habitude de me lire. Nana, ai-je murmuré dans le silence. Je ne sais pas si je peux faire ça. Ils sont si nombreux et je suis seul. J'ai fermé les yeux. Je me suis souvenu du rêve. Elle hurlait, vas-y. Mais maintenant, dans le calme du matin, j'ai senti une présence différente. Une chaleur s'est installée sur mes épaules comme une lourde courte pointe par une nuit d'hiver. Je me suis souvenu des histoires de Nana sur sa propre vie. Comment elle avait reconstruit sa fortune après la mort de grand-père, la laissant avec des dettes. Comment elle avait affronté les banquiers et les avocats qui essayaient de prendre cette même maison. Elle n'avait pas été gentille. Elle avait été intelligente. Elle avait été impitoyable quand elle en avait besoin. Mallory, sa voix a semblé résonner dans mon esprit, ne hurlant pas cette fois, mais ferme. Les larmes sont pour le deuil. L'action est pour la vie. Tu es la pharmacienne. Tu connais l'antidote. Donne-leur un avant-goût de leur propre médecine. J'ai ouvert les yeux. Le tremblement dans mes mains s'était arrêté. Mon téléphone a vibré. C'était Hank. Rendez-vous au restaurant sur la 4e dans 1 heure. Viens seul. Ne le laisse pas te suivre. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis retourné dans la chambre, vêtu de mon blazer le plus élégant et d'un jean. J'ai appliqué mon maquillage avec soin, cachant les cernes, peignant un masque de confiance. Quand je suis descendu, Tran était dans la cuisine, naviguant sur son téléphone. Il a levé les yeux, surpris de me voir habillé. Je croyais que tu étais malade. J'ai pris des médicaments, ai-je dit, attrapant mon sac à main. Je me sens mieux. Je vais faire quelques courses avant l'essayage. J'ai besoin d'acheter des produits féminins. Tran a légèrement tressailli. Il détestait tout ce qui concernait la biologie féminine. C'était l'excuse parfaite. Oh, d'accord. Tu veux que je te conduise? Non, ai-je dit, le dépassant rapidement. J'ai besoin d'air. Je te vois plus tard. J'ai franchi la porte sans regarder en arrière. J'ai senti ses yeux sur moi. Je savais que je marchais sur une corde raide. Une seule erreur, un seul regard de travers, et elle, accident, pourrait se produire plus tôt que la lune de miel. Mais je n'étais plus la proie. J'étais l'appât. Et j'étais sur le point de les mener tous dans un piège auquel ils n'échapperaient jamais. Le salon de mariage était une mer de tulle, de dentelles et de fausses attentes. Jolene était déjà là, serrée dans une robe de demoiselle d'honneur mauve trop petite d'une taille. Sa grossesse commençait à se voir, une légère bosse qu'elle essayait de cacher derrière un bouquet de fausses fleurs. Cassidy était là aussi, l'air ennuyé, naviguant sur son téléphone tout en portant une robe assortie dont elle s'était plainte pendant des semaines. Enfin, a claqué Cassidy en entrant. On t'attend depuis 20 minutes. J'ai mal aux pieds. Désolé, ai-je dit, arborant mon meilleur sourire d'excuse. Il y avait un cauchemar de circulation. Vous êtes toutes les deux superbes. Jolene a forcé un sourire. Merci, Mel. Tu te sens mieux? Tran a dit que tu étais malade. Beaucoup mieux, ai-je dit, laissant tomber mon sac à main sur le canapé de la suite d'essayage. Je me suis assuré que le fermoir était ouvert, le petit appareil d'enregistrement que Hank m'avait donné positionné parfaitement pour capter le son dans la pièce. En fait, j'ai une nouvelle incroyable. C'est pour ça que je faisais des courses. Elles ont toutes les deux levé les yeux.
La cupidité est une chose étrange. Elle aiguise instantanément les traits. J'ai reçu un appel de l'exécuteur testamentaire de Nana, ai-je menti, ma voix essoufflée par l'excitation. Apparemment, il y avait un fonds de fiducie séparé. Des redevances pétrolières provenant de terres qu'elle possédait dans l'ouest du Texas. C'est resté bloqué en homologation pendant des années, mais ça vient d'être libéré. Combien, a demandé Cassidy, s'asseyant plus droite. 2 millions de dollars, ai-je murmuré. La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais pratiquement entendre les calculs bourdonner dans leur tête. Les yeux de Jolene se sont écarquillés. Cassidy s'est léché les lèvres. Mais voici le piège, ai-je continué, faisant les 100 pas, les termes de la fiducie stipulent qu'il ne peut m'être versé qu'après mon mariage. C'est la façon de Nana de s'assurer que j'étais établi. Donc, une fois que Tran et moi aurons dit oui, l'argent sera à nous. Tran est au courant, a demandé Jolene, la voix tendue. Pas encore, j'ai souri. Je veux le surprendre ce soir. N'est-ce pas incroyable? Nous pouvons acheter une maison de vacances. Peut-être à Paris, Cassidy. Nous pouvons enfin y aller. Cassidy a poussé un petit cri et m'a serré dans ses bras. C'était une étreinte fausse et étouffante. Oh mon Dieu, Mallory. C'est incroyable. Tu es la meilleure sœur qui soit. Je sais, ai-je dit, lui tapotant le dos tout en regardant Jolene par-dessus son épaule. Et Jolene, je pensais, puisque tu as été si utile, et puisque tu as des difficultés financières, une fois que l'argent sera là, je veux te donner un bonus. Peut-être 10 000 dollars. Le visage de Jolene s'est effondré. 10 000 dollars, c'était des miettes comparées à 2 millions. Et elle savait que si j'épousais Tran, il contrôlerait cet argent. Mais elle a aussi réalisé autre chose. Si Tran était au courant des 2 millions, il ne me quitterait jamais pour elle. Il s'accrocherait à moi comme de la colle. C'est généreux, Mel, a étouffé Jolene. Excuse-moi, je dois aller aux toilettes. La robe me serre la vessie. Elle s'est précipitée dans la cabine d'essayage et a claqué la porte. J'ai souri à Cassidy. Je vais chercher la consultante pour t'aider avec l'ourlet. Je suis sorti de la suite mais je me suis arrêté juste au coin. J'ai sorti mon téléphone et je me suis connecté à l'appareil que j'avais laissé dans mon sac à main. J'ai mis mes écouteurs. L'audio était cristallin. Bruit de tissu. Une fermeture éclair qui s'ouvre. Puis des tonalités de numérotation. Réponds. Réponds, espèce de bâtard, a sifflé Jolene. Allô? C'était la voix de Tran. Tu étais au courant, a chuchoté furieusement Jolene. Tu étais au courant pour l'argent du pétrole? Quel argent du pétrole? Jolene, je suis en réunion. Je ne peux pas. Mallory vient de nous le dire. Elle hérite de 2 millions de dollars d'une fiducie pétrolière quand elle t'épousera. 2 millions. Tran, tu m'as dit que la maison valait 500 000 dollars. C'est 4 fois plus. Silence à l'autre bout. Puis un sifflement bas. 2 millions. Tu es sûr? Oui. Elle est folle de joie. Écoute-moi, Tran. Je veux la moitié. Si nous devons la tuer, le prix vient d'augmenter. Je porte ton enfant. Je te jure que si tu me coupes de cet accord, j'irai voir la police et je leur dirai tout. Calme-toi, chérie, la voix de Tran était douce. Terriblement calme. C'est une bonne nouvelle. Cela signifie juste que le gain est plus important. Tiens-toi au plan. Garde-la heureuse. Assure-toi qu'elle signe le certificat de mariage. Une fois que ce papier est signé, l'argent est un bien commun. Ensuite, nous ferons notre voyage à Maui. Je la déteste, a sangloté doucement Jolene. Je déteste la regarder se pavaner comme si elle te possédait. Elle ne possède rien, a dit Tran sombrement. C'est un guichet automatique ambulant et son code PIN est sur le point d'expirer. Je t'aime. Maintenant, essuie ton visage et retourne là-bas. L'appel s'est terminé. Je me tenais dans le couloir, le sang en ébullition. Je l'avais. La confession. Si nous devons la tuer. C'était enregistré. C'était en sécurité. Mais je n'avais pas fini. Je ne voulais pas seulement les arrêter. Je voulais les détruire. Je voulais les humilier devant tous ceux qu'ils essayaient d'impressionner. Je suis retourné dans la suite.
Jolene sortait de la cabine, les yeux rouges, son maquillage refait. « Tout va bien ?» ai-je demandé gentiment. Oui, Jolene a réussi à sourire. « Juste des larmes de joie pour toi, Mel. »« Ah » ai-je dit, tendant la main pour ajuster une bretelle de sa robe. Je l'ai serré fort, m'enfonçant dans son épaule. « Tu es une si bonne amie, Jolene. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'espère que Trent t'apprécie autant que moi. » J'ai vu la peur vaciller dans ses yeux. Elle se doutait de quelque chose, mais la cupidité l'aveuglait. « Faisons ajuster cette robe, » ai-je dit. « Nous avons un mariage à exécuter. » Et oh, j'allais l'exécuter, mais pas de la manière qu'il pensait. J'ai quitté le salon de mariage avec un nœud d'adrénaline dans la poitrine qui ressemblait à un poing serré. L'enregistrement de Jolene et Trent me brûlait la poche. J'avais la confession. J'avais la preuve qu'ils me considéraient comme du bétail, engraissé pour l'abattoir. Mais je ne pouvais pas m'arrêter encore. Je devais solidifier le piège. Il fallait que Trent soit si aveuglé par la promesse de l'argent du pétrole fictif qu'il signerait sans le savoir son propre arrêt de mort. Quand je suis entré dans la maison de ville, l'atmosphère avait changé. Avant, Trent jouait le rôle du fiancé attentionné avec une pointe d'impatience. Maintenant, il vibrait pratiquement d'énergie. Il m'a accueilli à la porte, non pas avec un baiser, mais avec un regard qui semblait me scanner à la recherche de signes de dollars. Jolene m'a appelé, a-t-il dit, essayant de garder sa voix décontractée, bien que ses yeux soient écarquillés. Elle a mentionné quelque chose à propos de la succession de Nana Rose, des redevances pétrolières. J'ai enlevé mes talons et j'ai laissé échapper un long soupir théâtral de bonheur. Oh, Trent, je n'arrive pas à croire que je ne t'ai pas dit plus tôt. J'ai honnêtement oublié l'ancienne fiducie foncière jusqu'à ce que l'avocat appelle ce matin. Je pensais que c'était de la poussière sans valeur dans l'ouest du Texas. Il s'avère qu'ils ont trouvé de l'or noir. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau, de l'eau du robinet, m'assurant qu'il me voyait la prendre moi-même afin qu'il ne puisse pas la trafiquer. 2 millions de dollars, ai-je murmuré, me tournant pour lui faire face. Peux-tu imaginer? Cela change tout. Trent s'est léché les lèvres. C'était un mouvement involontaire et prédateur. C'est incroyable, chérie. Vraiment. Alors, l'argent est-il dans ton compte maintenant? Pas encore, ai-je dit, fronçant les sourcils. C'est le piège. Le fiduciaire est de la vieille école, très religieux. La fiducie stipule que les fonds ne peuvent m'être versés qu'à une femme établie, ce qui signifie que je dois être légalement marié. J'ai fait une pause, le regardant attentivement. Et mon mari doit signer un affidavit reconnaissant que les fonds entrent dans le mariage. Fondamentalement, un contrat de mariage inversé. Il dit juste que tu acceptes d'accepter les actifs comme bien commun. Je vais le signer, a-t-il dit instantanément. Trop vite. Je veux dire, tout ce que nous devons faire pour y avoir accès. Je veux dire, pour assurer notre avenir. Je peux demander à mon avocat de le regarder ce soir. Ton avocat, ai-je demandé innocemment. Tu veux dire Yvonne? Je pensais qu'elle ne s'occupait que de l'immobilier. Trent s'est raidi. Oui. Je voulais dire que je peux m'en occuper. Je connais les contrats. Génial, j'ai souri. J'ai dit au fiduciaire que nous faxerions l'affidavit signé demain. De cette façon, le chèque nous attendra à notre retour d'Hawaï. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Il abandonnait le plan de me tuer immédiatement. Pourquoi me tuer pour une maison de 500 000 $ quand il pouvait attendre quelques semaines, obtenir les 2 millions de dollars, puis organiser l'accident? La cupidité est un puissant moteur, mais elle rend aussi les gens stupides. Sortons fêter ça, a dit Trent, attrapant ses clés. Dîner. Le steakhouse sur Westhemer. C'est moi qui régale. Tu régales? J'ai taquiné. Avec quelle carte? Avec mon bonus, a-t-il menti en douceur. J'ai conclu une grosse affaire aujourd'hui. Nous sommes allés dîner. C'était une performance surréaliste. Nous étions assis dans une cabine faiblement éclairée, mangeant des côtes de bœuf chères. Trent tenait ma main sur la table, son pouce caressant mes jointures. Pour quiconque regardait, nous étions un couple amoureux. Mais chaque fois qu'il souriait, je voyais les messages textes. Sentier de randonnée, falaise glissante. Alors, a-t-il dit, versant plus de vin dans mon verre,
que j'ai fait semblant de siroter mais que j'ai vidé dans le bac à plantes à côté de notre cabine quand il a détourné le regard. Cet argent, qu'est-ce que tu veux en faire? Nous devrions l'investir. Tu sais, je peux le gérer pour nous. Des portefeuilles à haut rendement. Je pensais que nous devrions rembourser l'hypothèque de mes parents, ai-je dit, le testant. Et acheter à Cassidy le condo qu'elle veut. La mâchoire de Tran s'est serrée, mais il a forcé un hochement de tête. Bien sûr, la famille d'abord, mais nous devons aussi assurer notre propre retraite. Peut-être démarrer une entreprise. Une entreprise, ai-je demandé. Comme quoi? La logistique, a-t-il dit vaguement. Importation, exportation. J'ai des contacts. Je savais exactement ce que cela signifiait. Blanchiment d'argent ou simplement disparaître avec l'argent dans un pays sans extradition. Ça a l'air intelligent, chérie, ai-je dit. Tu es si bon avec l'argent. C'est pour ça que je te fais confiance. Il a rayonné, son ego le caressant comme un chat domestique. Je veux juste prendre soin de toi, Mallory. Tu as eu une vie difficile. Tu mérites de te reposer. Reposer en paix, voulait-il dire. À mi-chemin du dessert, mon téléphone a vibré. C'était Hank. Ne mange pas la mousse au chocolat. J'ai analysé les vitamines que tu m'as données. Les résultats sont là. Nous devons parler. Urgent. J'ai regardé la mousse au chocolat que Tran venait de commander pour moi. Il me regardait avec une intensité qui me faisait frissonner. Mange, a-t-il insisté. C'est la meilleure de la ville. Je suis tellement rassasié, ai-je dit, repoussant l'assiette. Peut-être que nous pouvons la prendre à emporter. Je veux rentrer à la maison et trouver cet affidavit pour que tu le signes. La promesse du document l'a emporté. Il a fait signe pour l'addition. Alors que nous marchions vers la voiture, Tran a mis son bras autour de ma taille, me serrant fort. Je suis l'homme le plus chanceux du monde, a-t-il murmuré à mon oreille. J'ai frissonné. Je sais, Tran. Tu as vraiment touché le gros lot. Il ne savait pas que le gros lot était une peine de prison. Et il ne savait pas que l'affidavit que j'allais lui faire signer était en fait une confession d'intention financière que Hank avait rédigée, déguisée en document de fiducie. En le signant, il admettrait sur papier qu'il m'épousait spécifiquement pour les actifs. Cela ne tiendrait pas seul dans un tribunal pénal, mais combiné aux enregistrements, c'était le clou du cercueil. Mais d'abord, je devais entendre ce que Hank avait trouvé dans ses vitamines. Le lendemain matin, j'ai attendu que Tran parte pour son bureau, que je savais maintenant être probablement un tripot local ou l'appartement de Jolene. Dès que sa BMW a tourné au coin de la rue, je me suis enfui. J'ai rencontré Hank sur le parking d'une pharmacie de l'autre côté de la ville, pas celle où je travaillais. Nous étions assis dans sa berline cabossée, la climatisation luttant contre la chaleur du Texas. Hank avait l'air plus sombre que d'habitude. Il m'a tendu un rapport de laboratoire. J'ai demandé une faveur à un ami du laboratoire de toxicologie, a dit Hank, sa voix rocailleuse. Ces vitamines prénatales qu'il te donne? Ce ne sont pas des vitamines. J'ai regardé la décomposition chimique. Ma formation pharmaceutique a pris le relais, traduisant les noms scientifiques en réalité terrifiantes. Benzodiazépine, arsenic à faible dose. J'ai haleté, laissant tomber le papier. Arsenic? Il m'empoisonne. Lentement, Hank a hoché la tête. Les benzos te gardent docile, confuse, tu dors beaucoup. Cela explique pourquoi tu étais si étourdi la nuit où tu as fait le rêve. L'arsenic, il s'accumule avec le temps, provoque une défaillance organique, imite les causes naturelles si on ne regarde pas de trop près. Au moment où tu serais arrivé à Hawaï, ton système serait si faible qu'une glissade sur un sentier de randonnée ressemblerait à des vertiges ou à de la fatigue. J'avais mal au cœur. Physiquement, violemment mal au cœur. J'avais pris ces pilules pendant 2 mois. Tran insistait. Pour ta peau et tes cheveux, chérie. Je veux que tu sois radieuse pour le mariage. Il m'avait tué chaque matin avec un baiser et un verre d'eau. Suis-je? J'ai touché mon ventre. Les niveaux sont faibles, m'a assuré Hank. Tu as arrêté de les prendre hier, n'est-ce pas? Ton foie va récupérer. Mais Mallory, cela fait passer l'accusation de complot à tentative d'homicide. Nous le tenons, ai-je murmuré. Nous pouvons l'arrêter maintenant. Nous le pouvons, a convenu Hank.
Mais nous devons encore lier la mère et les complices. Si nous arrêtons Tran maintenant, Loretta prétend l'ignorance. Jolene prétend qu'elle n'était qu'une maîtresse. Cassidy prétend qu'elle n'était qu'une sœur. Tran tombe seul et il pourrait ne pas se retourner contre eux. Non, ai-je dit, ma voix se durcissant. Je les veux tous. Loretta savait. Dans la poubelle, elle lui a dit de s'assurer que je prenais les vitamines. Elle les a appelés médicaments. Hank a hoché la tête. Alors, nous devons les connecter. Nous avons besoin d'un enregistrement de discutant du poison ou du partage de l'argent. J'ai une idée, ai-je dit. Cassidy. C'est le maillon faible. Elle est cupide, mais elle est aussi émotionnelle et jalouse. Si elle pense qu'elle est mise à l'écart. Diviser pour régner, Hank a souri. J'aime ça. Quel est le plan? J'ai besoin que vous me fassiez un photomontage, ai-je dit. Pouvez-vous créer un faux virement bancaire montrant une grosse somme d'argent allant du compte de Tran à celui de Jolene? Facile. Et j'ai besoin d'une photo, ai-je continué. Avez-vous des clichés de surveillance de Tran et Jolene ensemble? Quelque chose d'intime. Hank a tendu la main vers la banquette arrière et a sorti une épaisse enveloppe. Fais ton choix. Je les ai eus dans un motel sur l'IU10 hier après-midi. J'ai regardé les photos. Elles étaient granuleuses mais indéniables. Tran et Jolene s'embrassant. Tran tendant à Jolene une liasse de billets. Parfait, ai-je dit. J'ai élaboré un plan pour les envoyer à Cassidy anonymement. Je ferai en sorte que Tran prévoie de s'enfuir avec Jolene et l'argent, laissant Cassidy et Loretta sans rien. Fais attention, Mallory, a averti Hank. Quand les rats se retournent les uns contre les autres, ils mordent. Laisse-les mordre, ai-je dit. Je porte une armure. J'ai conduit jusqu'à la maison, l'esprit en ébullition. J'ai fait un arrêt dans un magasin d'aliments naturels et j'ai acheté une bouteille de vraies vitamines qui ressemblait exactement aux pilules empoisonnées. J'ai échangé les pilules. Quand Tran est rentré à la maison ce soir-là, j'ai fait mine de prendre ma vitamine juste devant lui. Bonne fille, a-t-il dit, me regardant avaler. Tu as l'air plus pâle aujourd'hui. Peut-être que tu devrais te reposer davantage. Je vais bien, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. Juste un léger mal de tête. Probablement le stress de tout cet argent qui arrive. Il a souri, mais pour la première fois, j'ai vu un éclair de doute dans ses yeux. Peut-être qu'il sentait le changement. Peut-être qu'il réalisait que la brebis commençait à montrer les dents. Plus tard dans la nuit, pendant que Tran était sous la douche, j'ai utilisé un téléphone jetable que Hank m'avait donné. J'ai envoyé les photos de Tran et Jolene à Cassidy. J'ai ajouté un message. Il te manipule. Il emmène l'argent et la maîtresse au Mexique. Tu n'auras rien. Puis je me suis assise sur le canapé, j'ai allumé la caméra cachée que Hank avait installée dans la plante du salon et j'ai attendu le feu d'artifice. Cela n'a pas pris longtemps. Moins de 20 minutes après avoir envoyé le message, on a frappé violemment à notre porte d'entrée. Ce n'était pas un coup, c'était une agression. Tran est descendu en courant, une serviette autour de la taille, de l'eau dégoulinant de sa poitrine. Qu'est-ce qui se passe? Je suis resté assise sur le canapé, feignant la confusion. Je ne sais pas. Quelqu'un frappe à la porte. Tran a ouvert et Cassidy l'a dépassé comme un ouragan en talons de créateur. Son visage était marbré, son mascara coulait. Elle n'était pas la princesse apprêtée aujourd'hui. C'était une femme méprisée. Espèce de menteur, a-t-elle hurlé, fourrant son téléphone dans la poitrine de Tran. Tu m'as dit que c'était pour les affaires. Tu m'as dit qu'elle n'était qu'un pion. Tran a regardé l'écran, la photo de lui et Jolene au motel, et son visage s'est vidé de ses couleurs. Il m'a regardé, la panique s'enflammant dans ses yeux. Cassidy, calme-toi, a-t-il sifflé, essayant de la diriger vers la cuisine, loin de moi. Mallory est juste là. Je m'en fiche, a crié Cassidy, sa voix résonnant sur les hauts plafonds. Laisse-la entendre. Elle est trop stupide pour comprendre de toute façon. Je suis resté très immobile, les mains jointes sur mes genoux. Continue de parler, Cassidy. La caméra t'aime bien. Tu m'as promis, a continué Cassidy, sanglotant maintenant. Tu as dit qu'une fois que nous aurions la maison et l'assurance vie, tu laisserais tomber Jolene et nous irions à Paris. Tu as dit que j'étais la seule qui te connaissait vraiment. Tran l'a giflé.
C'était un bruit sec et brutal qui a fait taire la pièce. Cassidy a tenu sa joue, le regardant sous le choc. « Tais-toi » a grondé Tran, sa voix basse et dangereuse. « Tu es hystérique. Rentre chez toi. »« Ne me touche pas » a hurlé Cassidy. « C'est moi qui t'ai parlé de la fiducie. C'est moi qui t'ai donné les clés de la maison de Nana pour que tu puisses les copier. Sans moi, tu dormirais encore dans ta voiture. » Marc. Marc. Elle a utilisé son vrai nom. J'ai haleté bruyamment, me levant. Quoi? Marc? Qui est Marc? Tran s'est retourné, son visage passant instantanément de la rage à son masque de victime charmant. Chérie, ignore-la. Elle n'a pas pris ses médicaments. Elle fait une crise. Je ne suis pas folle, Cassidy s'est jeté sur lui, le griffant à la poitrine. Dis-lui. Dis-lui le plan. Dis-lui comment tu as ri de sa cuisine horrible et de son besoin pathétique. Dis-lui que tu couches avec sa meilleure amie. Tran a attrapé les poignets de Cassidy et l'a repoussé contre le mur. Si tu dis un mot de plus, Cassidy, l'accord est annulé. Tu n'auras rien, pas de pari, pas de condo, rien. Cassidy a arrêté de se débattre. La menace de la pauvreté l'a fait taire plus vite que la gifle. Elle l'a regardé, haletante, puis m'a regardé. Ses yeux étaient froids, dépourvus de tout amour fraternel. « Tu es pathétique, Mallory » m'a-t-elle craché. « Tu crois qu'il t'aime? Il te déteste. Nous tous. Tu n'es qu'un chèque de paie. » Elle a redressé sa robe, a foudroyé Tran du regard et a franchi la porte. Le silence laissé derrière elle était lourd. Tran s'est tourné vers moi, sa poitrine se soulevant. Il avait l'air terrifié. Il savait qu'il avait perdu le contrôle du récit. « Mallory » a-t-il commencé, marchant vers moi, les mains levées. « S'il te plaît, tu sais comment elle est. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse de toi. Elle invente des choses pour nous blesser. » Je l'ai regardé. J'ai vu les égratignures sur sa poitrine où ma sœur l'avait griffé. J'ai vu le désespoir d'un escroc dont le château de cartes tremblait dans le vent. J'ai rassemblé toutes les capacités d'actrice que je possédais. J'ai laissé les larmes monter dans mes yeux. J'ai tremblé. Je ne sais pas quoi croire, Tran, ai-je murmuré. Pourquoi dirait-elle ces choses? Pourquoi t'a-t-elle appelé Marc? C'est un de ses ex-petits amis, a-t-il menti rapidement. Elle confond les gens quand elle est maniaque. Chérie, regarde-moi. Je t'aime. Seulement toi. Nous sommes sur le point d'être riches. Nous sommes sur le point d'être libres. Ne la laisse pas empoisonner ça. J'ai pris une profonde inspiration tremblante. D'accord. D'accord. Je te fais confiance. Il a expiré, me serrant dans ses bras. J'ai posé mon menton sur son épaule, regardant directement la lumière rouge clignotante de la caméra cachée dans la plante. Je t'ai eu. Je suis désolé qu'elle ait gâché la soirée, a murmuré Tran dans mes cheveux. Passons simplement le dîner de répétition demain, puis le mariage, et après nous sommes partis. Oui, ai-je convenu. Nous serons partis. Mais nous n'allions pas au même endroit. Plus tard dans la nuit, j'ai rencontré Hank brièvement dans l'allée derrière la maison pour lui remettre la carte SD de la caméra. C'est de l'or, a dit Hank, regardant la séquence sur sa tablette. Reconnaissance d'avoir copié la clé, du plan de te tuer pour l'assurance. L'agression. Nous avons assez pour les enfermer pendant 20 ans. Pas encore, ai-je dit. Le mariage est dans 2 jours. Je veux le grand final. Mallory, tu joues avec le feu, a averti Hank. Il l'a giflé. Il est violent. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai besoin de vous et de votre équipe à l'église, à l'intérieur, cachés. Nous serons là, a promis Hank. Armés. Bien, car j'ai quelques cadeaux à faire au dîner de répétition. Je veux m'assurer qu'il dorme mal cette nuit. Le dîner de répétition a eu lieu dans la salle privée d'un restaurant de fruits de mer haut de gamme du centre-ville. La table était dressée avec du linge blanc et des verres en cristal. Cela avait l'air élégant. Cela ressemblait à une veillée funèbre. Tout le monde était là. Mes parents étaient assis en bout de table, l'air mal à l'aise mais désireux de plaire à Tran. Cassidy était là, portant des lunettes de soleil pour cacher sa joue meurtrie, buvant maussadement un martini.
Jolene était là, l'air pâle et nerveuse, assise aussi loin de Cassidy que possible. Loretta était assise à côté de Tran, ressemblant au chat qui a mangé le canari, touchant son collier en diamant, pas celui que Cassidy a volé, mais un nouveau que Tran a dû lui acheter pour maintenir la paix. J'étais assise à côté de Tran, portant une robe de cocktail blanche. Je me sentais comme un fantôme hantant ma propre vie. Aux heureux mariés, a toasté mon père, levant son verre. Mallory, tu as enfin fait quelque chose de bien. La table a ri poliment, un coup de poignard déguisé en blague. Procédure opérationnelle standard pour mon père. Merci, papa, ai-je dit, souriant légèrement. J'ai vraiment réussi. Le dîner a été servi. La conversation était tendue. Cassidy a refusé de parler à qui que ce soit. Jolene n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Tran buvait beaucoup, sa jambe rebondissant nerveusement sous la table. Quand le dessert est arrivé, je me suis levé. J'ai quelques cadeaux, ai-je annoncé. Je sais que nous échangeons généralement les cadeaux le matin du mariage, mais je ne pouvais pas attendre. J'ai tendu la main sous la table et j'ai sorti 3 sacs cadeaux. La pièce est devenue silencieuse. D'abord, pour ma merveilleuse belle-mère, ai-je dit, tendant un sac à Loretta. Loretta a souri, son sourire de requin, et l'a ouvert. Elle a sorti une photo encadrée. C'était une vieille photo en noir et blanc que j'avais trouvée dans les archives publiques, une photo d'identité judiciaire de Loretta des années 90 pour fraude au chèque. Le visage de Loretta s'est figé. C'est une photo vintage que j'ai trouvée, ai-je dit innocemment. Vous avez l'air si jeune là, Loretta. Cela me rappelle que nous avons tous un passé, n'est-ce pas? Loretta a repoussé la photo dans le sac, son visage devenant violet. Comme c'est attentionné, a-t-elle étouffé. Et pour ma demoiselle d'honneur, ai-je dit, tendant une petite boîte à Jolene. Jolene l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une paire de chaussons de bébé, des bleus. Elle a laissé tomber la boîte. Elle a claqué sur l'assiette en porcelaine. Je ne comprends pas, a balbutié Jolene, regardant Tran avec panique. Oh, juste une intuition, ai-je gazouillé. J'ai rêvé que tu allais bientôt fonder une famille. Peut-être avec quelqu'un de grand, brun, et marié. L'air de la pièce a été aspiré. Tran m'a fixé, son verre de scotch à mi-chemin de sa bouche. Il essayait de savoir si j'étais au courant ou si j'étais juste incroyablement chanceuse avec mes suppositions. Et enfin, ai-je dit, me tournant vers Tran, pour mon marié. Je lui ai tendu une longue boîte mince. Il l'a prise avec prudence. Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une montre. Mais pas n'importe quelle montre. C'était une montre de plongée étanche. J'avais gravé le dos. Lis l'inscription, chérie, ai-je insisté. Tran l'a retournée. Ses yeux se sont plissés. 14 juin 2018. Elle n'a pas glissé. C'était la date de la mort de sa deuxième femme en Arizona. Tran est devenu blanc, translucide. Il m'a regardé et pour la première fois le masque est complètement tombé. Il n'y avait pas de charme, pas d'amour, juste une peur pure et non diluée. Je l'adore, a-t-il balbutié, sa voix se brisant. Mais que signifie la date? C'est la date de notre rencontre, ai-je menti en douceur, dans mon cœur. Tu ne te souviens pas. Ce n'était pas la date de notre rencontre. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans. Le 14 juin 2018, c'était il y a 5 ans. Il savait que je savais, mais il ne pouvait rien dire sans s'exposer devant mes parents. Juste, il a dégluti. Juste. Bien sûr. Je veux juste que nous n'ayons pas de secret, ai-je dit, balayant la table du regard. J'ai l'impression que nous nous connaissons tous si bien maintenant. Cassidy, comment va ta joue? Cassidy a tressailli. Ça va. J'ai heurté une porte. Tu devrais faire attention, ai-je dit. Les portes peuvent être dangereuses, surtout quand elles te claquent dessus. Ma mère avait l'air confuse. Mallory, tu agis très étrangement ce soir. Vraiment? J'ai ri, un son qui frôlait l'hystérie. Je suis juste heureuse, maman. Demain est le grand jour. Le jour où tout change. Le jour où tout le monde reçoit exactement ce qu'il mérite. J'ai levé mon verre. Au karma. Tran n'a pas bu. Loretta non plus. Jolene avait l'air de vouloir vomir.
Cassidy fixait simplement la table. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence angoissant. Alors que nous quittions le restaurant, Tran m'a attrapé le bras. Sa poigne était contondante. Qu'est-ce que c'était que ça, là-bas, a-t-il sifflé. La montre? La photo? Juste des cadeaux sentimentaux, ai-je dit, retirant mon bras. Tu me fais mal, Tran. Tu prépares quelque chose, a-t-il grogné. Si tu essaies de te retirer, si tu essaies de m'embarrasser. Je n'y penserai pas, ai-je dit, le regardant dans les yeux. Je te verrai à l'hôtel, Marc. J'ai fait une erreur. J'ai utilisé le nom que Cassidy avait crié. Tran s'est figé. Mon nom est Tran. C'est ça, Tran. Désolé. Lapsus. Je suis monté dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Alors que je partais, je l'ai vu debout sur le trottoir, ressemblant à un animal acculé. Il aurait dû s'enfuir alors. Il aurait dû prendre sa mère et sa maîtresse et fuir l'État. Mais les narcissiques ne fuient jamais. Ils pensent pouvoir déjouer tout le monde. Ils pensaient pouvoir encore sauver l'arnaque. Ils pensaient pouvoir m'intimider pour me soumettre. Il avait tort. Le matin du mariage était gris et couvert. Temps typique de Houston. L'humidité pesait contre les fenêtres de la suite nuptiale à l'église. J'étais assise sur la chaise pendant que la maquilleuse appliquait des couches de fond de teint. J'avais l'air calme. Mes mains étaient stables. À l'intérieur, j'étais un ressort enroulé. Jolene était dans le coin en train de défroisser mon voile. Elle avait l'air terrible. Yeux bouffis, peau pâle. Elle n'avait pas dormi. Moi non plus, mais l'adrénaline est une drogue puissante. Mallory, a dit doucement Jolene, sans me regarder. À propos d'hier soir, les chaussons de bébé. C'était juste une blague, Joe, ai-je dit, vérifiant mon téléphone. Un SMS de Hank. L'équipe est en place. Les caméras tournent. Ne le laisse pas t'avoir seul. D'accord, a reniflé Jolene. Une blague. Cassidy est entrée, claquant la porte. Elle portait sa robe de demoiselle d'honneur, mais elle avait refusé de couvrir la contusion sur sa joue avec du maquillage. Elle voulait que les gens demandent. Elle voulait de l'attention. Maman pleure dans le couloir, a annoncé Cassidy. Elle dit qu'elle a un mauvais pressentiment. Maman ramène toujours tout à elle, ai-je dit sèchement. Tu vas vraiment jusqu'au bout, a demandé Cassidy, me regardant avec une expression étrange. Était-ce de la pitié ou juste de l'incrédulité? Après tout ça? Surtout après tout ça, ai-je dit. Mon père est venu pour m'accompagner à l'hôtel. Il était beau dans son smoking, mais ses yeux étaient distants. Il pensait à la réception, au bar ouvert, à l'image de la famille parfaite. Tu es magnifique, Mal, a-t-il dit superficiellement. Tran est un homme chanceux. Papa, ai-je demandé soudainement. Tu m'aimes? Il a cligné des yeux, surpris. Bien sûr. Tu es ma fille. Tu m'aimes plus que l'argent? Quel genre de question est-ce, a-t-il tempêté. Ce mariage coûte une fortune, Mallory. Ne commence pas le drame. D'accord, ai-je dit. Je vérifiais juste. Je me suis levé. La robe était lourde. Satin et dentelle. Une robe digne d'une princesse ou d'un sacrifice. Nous avons marché jusqu'aux portes du sanctuaire. La musique de l'orgue a enflé. Voici la mariée. Les portes se sont ouvertes. L'église était pleine. 200 invités. Mes collègues de la pharmacie. Les associés de Tran, que je soupçonnais maintenant d'être d'autres escrocs ou des usuriers. Loretta était au premier rang, portant une robe argentée qui ressemblait à une cotte de maille, serrant un mouchoir. Et là, au bout de l'allée, se tenait Tran. Il était impeccable, smoking, nœud papillon, cheveux gominés. Il souriait, mais ses yeux balayaient la pièce, cherchant les sorties. Quand il m'a vu, son sourire s'est élargi, mais il n'a pas atteint ses yeux. C'était un rictus. J'ai descendu l'allée. Chaque pas ressemblait à un battement de tambour de guerre. Un pas pour l'argent qu'il a volé à mes économies pour payer ses dettes. Un pas pour les nuits que j'ai passées à pleurer, pensant que je n'étais pas assez bien. Un pas pour Nana Rose qui m'a averti. Un pas pour la femme en Arizona qui n'a pas glissé. J'ai atteint l'hôtel.
Tran a tendu la main pour prendre la mienne. Sa paume était moite. Tu es époustouflante, a-t-il murmuré. Finissons en. Patience, chérie, ai-je murmuré en retour. Le prêtre a commencé la cérémonie. Cher bien-aimé, nous sommes réunis ici aujourd'hui. J'ai décroché, regardant le vitrail au-dessus de l'autel. J'attendais la question, la seule question qui comptait. Le prêtre a continué à parler d'amour, de fidélité et d'honnêteté. L'ironie était assez épaisse pour s'y étouffer. Jolene reniflait bruyamment derrière moi. Cassidy se déplaçait. Finalement, le prêtre a regardé l'assemblée. Si quelqu'un ici a une juste raison pour laquelle ces deux ne devraient pas être unis par les liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Généralement, il y a un silence ici, un battement de cœur de calme avant que la cérémonie ne continue. Mais aujourd'hui, le silence n'était pas sur la liste des invités. Je n'ai attendu personne d'autre. Je n'ai pas regardé la foule. J'ai retiré ma main de Tran. Je me suis tourné vers le prêtre. J'ai attrapé le microphone du support. Le sifflement aigu du Larsen a percé l'air, faisant sursauter tout le monde. Oui, ai-je dit, ma voix résonnant dans les haut-parleurs. J'ai une cause. Le visage de Tran s'est effondré. Mallory, qu'est-ce que tu fais? J'objecte à mon propre mariage, ai-je dit, me tournant pour faire face à la foule. J'ai regardé mes parents, choqués au premier rang. J'ai regardé Loretta, qui commençait à se lever. Asseyez-vous, Loretta, ai-je ordonné. À moins que vous ne vouliez être arrêté tout de suite. Loretta s'est figée. J'ai regardé Tran. Tu voulais la maison, Tran. Tu voulais les 2 millions de dollars. Tu voulais l'assurance vie. Mallory, tu fais une dépression, a sifflé Tran, tendant la main vers le micro. Arrête ça. Je l'ai évité. Hank, lance la bande. Au-dessus de l'hôtel, un grand écran de projection a commencé à descendre. Il était destiné à un diaporama de nos photos d'enfance. Au lieu de cela, les lumières de l'église se sont tamisées et une vidéo a clignoté. La vidéo a commencé. Ce n'étaient pas des images de surveillance granuleuse. C'était une vidéo 4K haute définition, gracieuseté de la caméra que Hank avait installée dans ma plante du salon. Le son des cris de Cassidy a rempli l'église. Tu m'as promis. Tu as dit qu'une fois que nous aurions la maison et l'assurance vie, tu laisserais tomber Jolene. Tu as dit que j'étais la seule qui te connaissait vraiment. La foule a halté. Une inspiration collective qui a aspiré l'oxygène de la pièce. À l'écran, le visage de Tran était tordu de rage. Il a giflé Cassidy. Le bruit de la gifle a résonné dans les haut-parleurs du sanctuaire comme un coup de feu. Ma mère a hurlé. Mon père s'est levé, son visage devenant violet. C'est ma fille. Il a frappé ma fille. La vidéo a coupé sur le clip suivant. L'appel téléphonique dans la cabine d'essayage. La voix de Jolene était indubitable. Si nous devons la tuer, le prix vient d'augmenter. Je porte ton enfant. Nous devons la garder heureuse jusqu'à ce que la maison soit signée. Après le mariage, eh bien, nous pourrons nous occuper du bagage supplémentaire à ce moment-là. Jolene, debout derrière moi, a poussé un gémissement et s'est effondrée sur les marches de l'hôtel. Elle ne s'est pas évanouie. Elle s'est juste écrasée sous le poids de sa propre exposition. La vidéo a coupé à nouveau. Cette fois, c'était Loretta, prise à partir d'un microphone longue portée que Hank avait utilisé à l'extérieur de sa maison. Assurez-vous que l'accident ait l'air authentique. Les sentiers de randonnée à Hawaï sont dangereux. La vidéo a pris fin. L'écran est devenu noir. Le silence dans l'église était absolu. C'était le silence de 200 personnes réalisant qu'elles assistaient à une scène de crime, pas à un mariage. Je me suis tourné vers Tran. Il ne bougeait pas. Il fixait l'écran vide, la bouche légèrement ouverte. Il ressemblait à un homme qui venait d'assister à sa propre exécution. Surprise, ai-je dit doucement. Tran a lentement tourné la tête pour me regarder. Ses yeux n'étaient plus humains. C'étaient les yeux d'un rat piégé. Salope, a-t-il murmuré. Tu m'as piégé. Tu t'es piégé toi-même, ai-je répondu. Tu étais juste trop gourmand pour voir le piège. Tu as tout ruiné, a hurlé Loretta du premier rang. Elle s'est jetée vers moi, ses faux ongles crochus comme des cerfs. Mon fils est un bon garçon.
Tu l'as manipulé. Asseyez-vous, la voix de Hank a retenti du fond de l'église. Il est sorti de derrière un pilier, portant un gilet de sécurité, flanqué de 4 policiers en uniforme. Tout le monde reste où il est, a crié Hank. Mais Tran ne restait pas. La réaction de combat ou de fuite a pris le dessus. Il a réalisé que le jeu était terminé. L'argent était parti. La réputation était détruite. La prison l'attendait. Il a regardé la sortie latérale. Bloqué par un garçon d'honneur qui avait l'air confus mais grand. Il a regardé l'allée principale. Bloqué par la police. Il m'a regardé et il a craqué. Je vais te tuer, a-t-il rugi. Il ne s'est pas enfui. Il s'est jeté sur moi. Il a tendu la main vers la poche intérieure de sa veste de smoking. J'ai cru qu'il cherchait une arme, mais c'était un couteau, un élégant cran d'arrêt argenté. Il devait le porter pour se protéger ou intimider. La lame s'est ouverte en un clic. Tran, non, a crié Jolene du sol. Tran m'a attrapé le bras, me faisant tourner. Il a pressé le couteau contre ma gorge. Son bras était comme une barre d'acier sur ma poitrine. Reculez, a-t-il hurlé au flic. Reculez ou je lui tranche la gorge ici, devant Jésus et tout le monde. La foule a hurlé. Les gens plongeaient sous les bancs. Ma mère sanglotait hystériquement. J'ai senti le métal froid contre ma peau. J'ai senti sa sueur, sa peur et son eau de Cologne coûteuse. Lâche-la, Marc, a crié Hank, son arme dégainée mais pointée vers le bas. Il n'y a nulle part où aller. Je pars d'ici avec elle, a hurlé Tran, me tirant vers la porte de la sacristie. Quiconque me suit, elle saigne. Je ne pouvais pas respirer. Sa poigne coupait mon air. Mais étrangement, je n'avais pas peur. J'avais regardé cet homme dormir. J'avais lavé ses vêtements. Je connaissais sa faiblesse. Il était arrogant. Il pensait que j'étais impuissante. Je me suis souvenu d'un cours d'autodéfense que Nana Rose m'avait fait prendre quand je suis allé à l'université. Si un homme t'attrape par derrière, mal ri, ne tire pas avance. J'ai attendu. Il était distrait, criant après la police. Avance. Le couteau s'est enfoncé dans ma peau, traçant une fine ligne de sang. Un cri collectif s'est élevé des bancs alors que la goutte cramoisie tachait la dentelle blanche de mon décolleté. Tran haletait contre mon oreille, son cœur tambourinant contre mon dos comme un oiseau piégé. Ouvrez la porte latérale, a-t-il hurlé au prêtre qui se cachait derrière l'autel. Ouvrez-la maintenant. Marc, regarde-moi, a dit calmement Hank, s'avançant lentement. Tu ne veux pas ajouter un meurtre à la liste. Tu es confronté à la fraude. Peut-être à un complot. Tu peux t'en sortir en disant. Tu la tues, le Texas a la peine de mort, fils. Je suis mort de toute façon, a craché Tran. Elle m'a ruiné. Il a resserré sa poigne. Ma vision a commencé à se troubler. Je savais que j'avais des secondes. J'ai déplacé mon poids. J'ai frappé mon talon aiguille de 3 pouces, sur son coup de pied avec toute la force que je possédais. Tran a hurlé de douleur. Sa poigne s'est relâchée pendant une fraction de seconde. Je n'ai pas reculé. J'ai jeté ma tête en arrière, claquant mon crâne contre son nez. J'ai entendu un craquement écœurant. Tran a chancelé en arrière, du sang jaillissant de son nez. Momentanément aveuglé par la douleur, le couteau a vacillé. J'ai fait volte-face, l'adrénaline montant en flèche dans mes veines, et je lui ai donné un coup de pied dans l'aine. Il s'est effondré à genoux, laissant tomber le couteau. Il s'est serré, sifflant, du sang coulant de son visage sur le tapis immaculé de l'église. Je me tenais au-dessus de lui. Mon voile était déchiré. Mon cou saignait. J'ai ramassé le couteau qu'il avait laissé tomber. Je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai juste tenu, regardant l'homme qui avait promis de m'aimer, de me chérir et de m'assassiner. Tu ne m'as pas ruiné, Tran, ai-je dit, ma voix tremblante, mais assez forte pour que tout le monde l'entende. Tu m'as juste sous-estimé. Hank et les officiers l'ont encerclé. Ils ont repoussé le couteau de ma main et ont cloué Tran au sol. Le bruit des menottes qui claquaient était la plus douce musique que j'ai jamais entendue. Lâchez-moi, a crié Tran, son visage pressé contre le tapis. Elle ment. La vidéo est fausse. C'est de l'IA. C'est un deepfake. Dis-le au juge, ordure, a dit un officier, le tirant vers le haut.
J'ai regardé l'assemblée. Mes parents me regardaient comme si j'étais une étrangère. Cassidy était pâle comme un drap. Jolene sanglotait toujours sur le sol. Loretta était menottée par un autre officier près du premier banc. C'était le chaos. C'était la destruction. C'était beau. J'ai pris une profonde inspiration, l'adrénaline commençant à s'estomper, remplacée par un tremblement dans mes jambes. J'ai touché mon cou. Le sang était réel. Le danger avait été réel, mais j'étais toujours debout. Si vous écoutez toujours ceci et que vous êtes sur le bord de votre siège, veuillez prendre une seconde pour cliquer sur le bouton j'aime et commenter le numéro ainsi dessous. Faites-moi savoir que vous êtes avec moi. Faites-moi savoir que vous soutenez les femmes qui se battent contre les monstres dans leur vie. Votre soutien compte énormément pour moi et m'aide à partager cette histoire avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'un avertissement. Commentez, maintenant et finissons en. J'ai regardé Tran se faire traîner dans l'allée. Il est passé devant mon père, qui le regardait avec une haine pure. Il est passé devant ses associés, qui se glissaient déjà par la porte de derrière. Mais avant qu'il ne l'emmène, Tran a cessé de résister. Il m'a regardé une dernière fois. « Qui es-tu » a-t-il demandé, sa voix brisée. « Tu n'es pas la Mallery que je connaissais. »« Non » ai-je dit. « Cette Mallery est morte la nuit où elle t'a trouvé dans la poubelle. Je suis celle qui a survécu. » Ils l'ont poussé à travers les portes. L'église était à nouveau silencieuse. Puis lentement, du fond de la pièce, quelqu'un a commencé à applaudir. C'était Hank. Puis un collègue de la pharmacie s'est joint à lui. Puis un autre. Bientôt, la moitié de la salle applaudissait. Non pas pour le mariage, mais pour le spectacle, pour la justice. Mais je ne voulais pas d'applaudissements. Je voulais des réponses des personnes censées me protéger. J'ai marché sur les marches de l'hôtel et je me suis tenu devant mes parents et Cassidy. Eh bien, ai-je dit, essuyant une trace de sang de mon cou. Qui veut expliquer pourquoi Cassidy était au courant de l'affaire et n'a rien dit? La police était occupée à rassembler les criminels. Loretta criait à propos de ses droits, exigeant son avocat, qui, ironiquement, était également arrêté sur le parking où elle l'attendait dans sa voiture. Yvonne ne s'était pas attendue à ce que Hank ait aussi un mandat pour elle. Mais je me suis concentré sur le banc de la famille. Ma mère sanglotait dans un mouchoir. Mallery. Oh mon Dieu, tu vas bien? Ton cou. Ne me touche pas, ai-je dit, reculant alors qu'elle me tendait la main. Cassidy, lève-toi. Cassidy s'est levée lentement. Elle avait l'air petite. La bravade, l'arrogance, l'attitude de princesse, tout était parti. Elle ressemblait à une enfant surprise en train de voler des bonbons. Je ne savais pas qu'il allait te tuer, a-t-elle murmuré. Je te jure, Mel. Je pensais qu'il allait juste divorcer de toi et prendre la moitié de l'argent. Je voulais juste le voyage. Je voulais juste être incluse. Tu voulais être incluse pour voler ta sœur, ai-je demandé, ma voix d'un calme mortel. Tu as couché avec mon fiancé. Il m'a séduite, a pleuré Cassidy. Il m'a dit que j'étais la plus jolie. Il m'a dit que tu étais ennuyeuse et frigide. Et tu l'as cru parce que tu voulais le croire, ai-je dit. Parce que tu as toujours détesté que je sois celle que Nana a choisie. Parce que tu agis comme si tu étais parfaite, a crié Cassidy, sa jalousie s'enflammant une dernière fois. Tu as la maison, le travail, l'argent. Je n'ai rien. Tu n'as rien parce que tu ne fais rien, ai-je claqué. Et maintenant, tu n'as vraiment rien parce que la banque de Mallery est fermée pour toujours. Je me suis tourné vers mes parents. Étiez-vous au courant? Non, a insisté mon père, l'air horrifié. Mallery, nous n'avions aucune idée du complot de meurtre ou de l'affaire. Nous pensions juste, nous pensions que tu devais aider ta sœur. Vous pensiez que je devais être son paillasson, ai-je corrigé. Vous avez permis cela. Vous l'avez élevée pour qu'elle pense qu'elle avait droit à tout ce pourquoi j'ai travaillé. Félicitations. Vous avez créé un monstre. Juste à ce moment, un officier s'est approché. Madame Jenkins. Nous avons besoin que vous veniez au poste pour faire une déclaration. Nous avons les suspects en garde à vue. J'arrive, ai-je dit. J'ai regardé Jolene, qui était aidée par un ambulancier. Elle m'a regardé avec des yeux suppliants. Mel, le bébé. Ce n'est pas mon problème, Jolene,
ai-je dit froidement. Demande une pension alimentaire à Tran. Oh, attends. Il gagnera 10 centimes de l'heure à estamper des plaques d'immatriculation. J'ai quitté l'église. Je n'ai pas regardé l'hôtel. Je n'ai pas regardé les fleurs. Je suis sorti dans l'air humide de Houston. Et pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. La pluie s'était arrêtée. Le soleil essayait de percer les nuages. Hank m'attendait près de sa voiture. Il m'a souri. Tu as un sacré coup de poing, gamine. Nana Rose me l'a appris. Ai-je dit, touchant mon nez, qui me faisait légèrement mal à cause de l'impact du coup de tête. Tu vas bien? Ça ira, ai-je dit. Avez-vous Yvonne? Je l'ai interpellée sur le parking. Elle avait un sac plein de documents déchiquetés dans son coffre. Nous allons les reconstituer. Entre la vidéo, l'acte falsifié que vous avez trouvé dans la poubelle, le rapport de toxicologie et la confession, ils sont finis. Accusation de racket. Complot en vue de commettre un meurtre avec préméditation. Fraude, vol d'identité. Combien de temps, ai-je demandé? Tran, 25 ans à perpétuité. Loretta, 15. Jolene, peut-être 5, puisqu'elle a un peu coopéré à la fin en paniquant. Mais elle est complice. Et ta sœur? Elle n'était pas sur le chat de meurtre, ai-je dit, sentant une piqûre de pitié non désirée. Elle était juste sur le chat de vol. Toujours un crime, Hank a haussé les épaules. Mais puisqu'elle est de la famille, voulez-vous porter plainte pour le vol du collier et le complot en vue de frauder? J'ai regardé les portes de l'église. J'ai vu mes parents aider Cassidy à sortir. Ils avaient l'air brisés. Vieux. Non, ai-je dit. Laissez-la partir. Sa punition est de vivre une vie où elle devra travailler pour la première fois. Tu es plus gentil que moi, a grogné Hank. Pas gentille, ai-je dit. Juste terminé. Je coupe les ponts. Pas de contact. C'est une pire punition pour eux. Ils perdent leur guichet automatique. Je suis monté dans ma voiture. Ma robe de mariée était ruinée, tachée de sang et de saleté. J'ai enlevé le voile et je l'ai jeté sur la banquette arrière. J'ai conduit jusqu'au poste de police. J'ai fait ma déclaration. J'ai remis les cartes SD, les pilules, le faux acte. Au moment où je suis parti, c'était le soir. J'ai conduit jusqu'au seul endroit où je voulais aller. Pas à la maison de ville. Je la vendrai. Pas chez mes parents. J'ai conduit jusqu'à l'ancienne maison victorienne de Nana Rose. Ma maison. Je suis entré. C'était calme. Des grains de poussière dansaient à la lumière du soleil couchant. Je me suis assise par terre dans le salon, toujours dans ma robe de mariée ensanglantée. Et finalement, j'ai pleuré. Non pas des larmes de tristesse, des larmes de libération. C'était fini. Les loups étaient en cage. La brebis avait survécu. Les mois suivants ont été un flou de dépositions légales et d'audience au tribunal. Je suis devenu le témoin vedette du procès du complot de meurtre le jour du mariage. C'était partout dans les nouvelles. La pharmacienne qui a déjoué l'escroc. Tran a essayé de plaider la folie. Ça n'a pas marché. La vidéo était trop accablante. Le rapport de toxicologie était irréfutable. Il a été condamné à 25 ans sans libération conditionnelle. Loretta a eu 15 ans. Il s'est avéré qu'elle avait déjà fait cela avec un autre fils en Floride qui était actuellement en prison. C'était une affaire de famille. Jolene a accepté un accord de plaidoyer. Elle a témoigné contre Tran en échange d'une peine réduite de 2 ans de probation et de travaux d'intérêt général. Elle a eu le bébé, un garçon. Elle l'a nommé Mark d'après son père. J'ai entendu dire qu'elle était retournée vivre chez ses parents en Oklahoma. Je ne lui ai plus jamais parlé. Cassidy. Cassidy était une autre histoire. Mes parents ont essayé de me culpabiliser pour que je me réconcilie. C'est ta sœur, a pleuré ma mère sur mon répondeur. J'avais bloqué leur numéro, mais ils trouvaient des moyens d'appeler. Elle a fait une erreur. Coucher avec mon fiancé et comploter pour voler ma maison n'est pas une erreur, maman, ai-je dit quand j'ai finalement répondu un jour. C'est un défaut de caractère. J'ai tenu bon. Je les ai coupés financièrement. Plus de frais de scolarité. Plus de prêts. Mes parents ont dû refinancer leur maison pour payer le style de vie de Cassidy.
Et quand cet argent a été épuisé, Cassidy a dû trouver un emploi. J'ai entendu dire qu'elle travaillait comme hôtesse dans une chaîne de restaurants. C'était un travail honnête. C'était bon pour elle. Quant à moi, je ne pouvais pas rester à Houston. La ville était souillée. Partout où j'allais, les gens me reconnaissaient. N'êtes-vous pas la mariée qui a donné un coup de pied au marié? J'ai vendu la maison de ville. J'ai vendu la bague de fiançailles, qui s'est avérée être de la zircone cubique. Bien sûr que ça l'était. Mais la maison de Nana Rose. C'était plus difficile. C'était mon héritage, mais c'était aussi la cible. C'était la raison pour laquelle il m'avait traqué. J'ai décidé de la vendre. J'ai trouvé un jeune couple adorable avec 3 enfants qui voulaient la restaurer. Il me rappelait ce qu'une famille devrait être. J'ai pris l'argent de la vente, plus mes économies, et j'ai regardé une carte. Je voulais de la pluie. Je voulais du vert. Je voulais un endroit loin de l'humidité et des souvenirs du Texas. Seattle. J'ai emballé ma vie dans un camion de déménagement. Hank m'a aidé à charger les boîtes. Tu vas t'en sortir là-haut, gamine, a-t-il demandé, appuyé contre son camion. Je pense que oui, ai-je dit. J'ai trouvé une pharmacie qui embauche. Et j'envisage de reprendre mes études. Peut-être la toxicologie. Je semble avoir un talent pour ça. Hank a ri. Certainement. Tiens. Il m'a tendu une petite boîte. Cadeau de mariage. Un peu en retard. Je l'ai ouverte. C'était un porte-clés de bombes lacrymogènes et un tasé. Hank, ai-je ri. Juste au cas où, a-t-il fait un clin d'œil. Sois prudente, Mallory. Je le serai. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu t'es sauvé toi-même, a-t-il dit. J'ai juste fourni la bande sonore. Je l'ai serré dans mes bras. C'était la figure paternelle que j'aurais aimé avoir. J'ai conduit vers le nord. Kilomètre après kilomètre, le poids sur ma poitrine s'est allégé. Je laissais derrière moi la trahison, la douleur, la famille qui ne m'aimait pas. Je roulais vers un avenir qui était entièrement le mien. 1 an plus tard, l'air à Seattle est frais, sentant le pain et le sel de mer. J'adore ça ici. J'adore la pluie. Elle a un effet purifiant, contrairement aux orages étouffants de Houston. J'ai ouvert ma propre petite pharmacie de préparation dans un quartier calme. Je l'appelle Rose Apothecary, d'après Nana. Ça marche bien. J'ai des clients réguliers qui connaissent mon nom, qui me demandent comment s'est passée ma journée, qui m'apportent des biscuits. De vrais biscuits, pas des empoisonnés. Je vis dans un petit appartement avec vue sur le détroit. Ce n'est pas un manoir. Ce n'est pas un domaine victorien, mais c'est le mien. Mon nom est sur le bail. Mon argent paie le loyer. Je n'ai pas de petit ami. Pas encore. Je prends mon temps. J'apprends à me faire confiance à nouveau. J'apprends à écouter mon instinct. Parfois, je fais encore des cauchemars. Je vois le visage de Tran. Je sens le couteau, mais ensuite je me réveille et je réalise que je suis en sécurité. J'ai le tasé de Hank sur ma table de nuit, juste au cas où. Hier soir, j'ai fait un autre rêve avec Nana Rose. Nous étions assises sur le porche de la vieille maison, mais il ne faisait pas sombre ni effrayant. Le soleil brillait. Elle buvait du thé glacé. Tu as bien fait, Mallory, a-t-elle dit, se balançant sur sa chaise. Tu as fait le ménage. J'ai perdu tout le monde, Nana, ai-je dit dans le rêve. Maman, papa, Cassidy, Jolene. Tu ne les as pas perdus, ma chérie, a-t-elle souri. Tu as juste jeté les ordures. Maintenant, tu as de la place pour de meilleures choses. Elle a pointé le jardin. Des fleurs poussaient partout. Des fleurs résilientes, sauvages, magnifiques. Je me suis réveillé en souriant. J'ai fait du café. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les ferries traverser l'eau. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai laissé le répondeur prendre. Je ne réponds plus aux numéros inconnus. Plus tard, je l'ai écouté. C'était Cassidy. Salut, Mel. C'est moi. Je voulais juste te souhaiter un joyeux anniversaire. Je sais que tu ne rappelleras probablement pas. Je suis manager au restaurant maintenant. J'économise pour mon propre appartement.
C'est dur, mais je suppose que je le mérite. Enfin. Tu me manques. Je n'ai pas supprimé le message, mais je n'ai pas rappelé non plus. Peut-être un jour. Peut-être dans 5 ans. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une entreprise à gérer. J'ai une vie à vivre. J'ai attrapé mon manteau et je suis sorti dans l'air frais du matin. J'ai pris une profonde inspiration. Je m'appelle Mallory. J'étais une victime. Ensuite, j'étais une survivante. Maintenant, je suis juste libre. Et laissez-moi vous dire, la liberté a meilleur goût que n'importe quel héritage de 2 millions de dollars. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes aussi un guerrier. N'ignorez pas les signaux d'alarme. N'ignorez pas votre instinct. Et ne sous-estimez jamais une femme qui n'a plus rien à perdre. Soyez prudent. Alors que l'histoire de la résilience de Mallory touche à sa fin, elle nous laisse un rappel profond. La force naît souvent dans les moments les plus sombres, et l'estime de soi est le fondement sur lequel la vraie liberté est construite. Son parcours nous apprend que la trahison, aussi dévastatrice soit-elle, peut devenir un catalyseur de transformation. Mallory a trouvé le courage non seulement de survivre, mais de reprendre sa vie en main, prouvant que même entouré de tromperies et de manipulations, le pouvoir de s'élever réside en nous. Cette histoire souligne également l'importance de faire confiance à nos instincts et de reconnaître notre propre valeur. Trop souvent, nous ignorons les signes avant-coureurs, les écartant comme de la paranoïa ou de la peur. Mais comme l'a sagement dit la grand-mère de Mallory, les larmes sont pour le deuil. L'action est pour la vie. Faire face à l'adversité avec détermination et clarté nous permet non seulement de surmonter, mais de prospérer. Et vous? Quelle leçon cette histoire a-t-elle éveillé dans votre cœur? Partagez vos réflexions ci-dessous ou commentez simplement « Bien » si cette réflexion a résonné en vous. Célébrons la résilience et le courage de s'éloigner de ce qui ne nous sert plus.